Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler de notre bien-être et plus spécifiquement de comment renforcer notre système immunitaire. On va voir qu'il existe une multitude de solutions et nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir dans ce podcast le docteur Raphaël Pérez. Bonjour Raphaël. Bonjour Nikita. Raphaël Pérez, c'est 15 ans de YouTube, bientôt 8 millions de vues sur votre chaîne, 319 vidéos, ça va être la 320e j'imagine. Et bien sûr 142 000 abonnés, docteur en pharmacie, naturopathe, expert en santé naturelle, reconnu comme praticien spécialisé dans les troubles digestifs, la détoxification et le microbiote intestinal. Ancien sportif de haut niveau en athlétisme, il s'est passionné dès l'adolescence pour les liens entre l'alimentation, préparation mentale et performance. Diplômé de la faculté de pharmacie de Lyon, il a approfondi ses connaissances en nutrition, jeûne thérapeutique, gestion du stress et hygiène de vie. Vous êtes également l'auteur de plusieurs livres de référence comme Le diabète n'est pas une fatalité et Votre santé avec l'authentique régime crétois. Et vous intervenez également dans les films documentaires d'Alex Ferrini, Régénération en 2018 et Vivante en 2020. Je salue Alex d'ailleurs s'il nous regarde. Vous accompagnez depuis plus de 10 ans des milliers de personnes à travers le monde via un coaching à distance aussi, avec plus de 7500 individus suivis individuellement dans une trentaine de pays. Enfin, Monsieur Pérez, vous faites la promotion d'une approche holistique de la santé centrée sur l'autonomie du patient, la clarté des conseils et l'innovation basée sur les dernières connaissances en prévention. Et vous êtes également formateur en naturopathie hygiéniste et vous supervisez des stages de jeûne et de détox. En effet, oui, c'est très complet. Moi, j'ai commencé à travailler consultant en 2010. Je faisais ça en parallèle aussi de la fin de mon diplôme universitaire, de ma réalisation de doctorat, du parcours pour être pharmacien, du parcours classique de pharmacie. Et en effet, après, j'ai cherché beaucoup à être dans l'accompagnement et vraiment cette importance d'être sur l'autonomisation. Il y a que ça, on va dire, qui fonctionne réellement. Il faut se réapproprier son corps, réapprendre à voir comment il fonctionne et comment l'utiliser, c'est-à-dire avec tout ce qu'on a comme élément, comme outil, on va dire, pour le faire fonctionner correctement. Donc être autonome, c'est permettre à notre corps de fonctionner correctement sans avoir tout un tas de béquilles, tout un tas d'artifices. Dans ce sens-là, normalement, nous devrions être en capacité de fonctionner naturellement, sans avoir besoin de prendre régulièrement des compléments alimentaires ou des médicaments ou d'autres produits. Ça, c'est ce qu'on devrait pouvoir faire en temps normal. Le problème, c'est qu'on vit pas dans un contexte qu'on pourrait dire idéal. Et quand je parle d'idéal, je parle pas d'une utopie. C'est simplement de dire qu'on vit dans le stress en permanence, on court tout le temps, on est incité à pas avoir assez de sommeil. Donc c'est compliqué, presque il faut se battre pour arriver à avoir suffisamment d'heures de sommeil. On a des éclairages qui sont très problématiques avec ces éclairages des écrans, mais même les éclairages en LED, etc. Sans parler des Wi-Fi et compagnie. Donc on a beaucoup de choses qui sont défavorables, sans parler en plus de l'alimentation. L'alimentation, c'est compliqué d'avoir une alimentation de qualité aujourd'hui. Donc c'est vrai que toutes ces choses-là font que notre corps est mis à rude épreuve, qu'on n'a pas toujours suffisamment en nutrition dans l'assiette, que même si on a suffisamment en nutrition dans l'assiette, on a beaucoup de stress, beaucoup de sollicitations qui nous amènent à perdre des nutriments excessivement. Et dans un contexte comme celui-ci, parfois on a besoin de béquilles. Et donc ces béquilles, ça peut être différents compléments, ça peut être des éléments comme le fer, comme le magnésium, la vitamine D, ça peut être des plantes qui peuvent être très utiles parfois pour gérer le stress ou d'autres aspects. Ces compléments, ça ne doit pas être des béquilles qu'on va prendre et qu'on va utiliser tout le temps, ce sont des éléments pour nous aider à passer une étape, pour nous aider à tenir dans une phase qui est un peu plus compliquée, mais à savoir que le travail qu'on va pouvoir mettre en place sur le terrain, c'est-à-dire l'état de notre corps, c'est lui qui va être primordial. Ça veut dire qu'il va falloir à côté jouer sur l'alimentation, peut-être faire du jeûne, des diètes, apprendre à gérer son état émotionnel, son stress et d'autres paramètres de ce genre pour faire en sorte que l'ensemble fonctionne bien. Alors, on peut peut-être commencer à parler des solutions, si vous voulez bien, Monsieur Pérez. On fait face à de nombreux stress et peut-être si vous aviez des pistes à nous donner sur comment être en meilleure santé, avoir une meilleure hygiène de vie, des meilleures habitudes alimentaires. Ce qui est important de comprendre ici quand on veut avoir une meilleure santé, renforcer son état général, c'est comprendre qu'on est au centre du problème. C'est notre corps qui est là et puis tout ce qui interagit autour. Et donc il faut permettre à notre corps de pouvoir y faire face. Pour pouvoir y faire face, c'est pas juste de dire je vais jeûner ou je vais manger de telle façon qui va tout résoudre. Il y a des tendances qui font que ça fonctionne dans le bon sens et d'autres bien sûr qui vont fragiliser la santé. Mais c'est toujours la question de dire est-ce qu'on apporte à notre corps, est-ce qu'on lui donne les moyens de pouvoir fonctionner.
Donc on a des contraintes, on reçoit des sollicitations. Est-ce que notre corps, par rapport à ces sollicitations, peut y faire face efficacement? C'est ce que moi je transmets à mes étudiants, c'est ce que je transmets aussi lors de mes consultations. C'est de dire, voilà, on a une personne avec telle situation, on a tel contexte alimentaire, tel contexte de vie, tel contexte d'activité physique, de stress, etc. Sur quels axes on va pouvoir agir? Qu'est-ce qu'on peut faire facilement pour améliorer les choses? Il y a le principe, on va dire, du 80-20. C'est 20% d'efforts, 80% de résultats. Ça, c'est ce qu'on peut aller chercher le plus facilement. Et puis après, il y a des choses où il faut aller gratter, c'est plus compliqué. Donc voilà, l'objectif, c'est d'essayer de pouvoir faire ce qu'on peut faire le plus facilement. Mais bien sûr, des fois, il faut aller gratter dans certaines zones qui sont plus délicates, plus inconfortables, parce que c'est pas juste là où on a envie d'aller gratter, mais c'est là où il faut, parce que c'est là où il y a de la matière pour vraiment être efficace. Donc des fois, c'est l'alimentation sur laquelle il faut se faire un peu violence et il faut arriver à modifier son hygiène de vie ou alors faire des cures, des choses comme ça qui peuvent être plus contraignantes. Mais parfois, ça va être d'agir sur la composante du stress, sur la composante émotionnelle. Et donc là, c'est pareil, c'est pas toujours évident parce qu'on n'a pas toujours envie d'agir là-dessus, on a envie d'agir sur certaines choses qui sont plus confortables. Des fois, les choses efficaces, elles sont pas toujours là où c'est confortable. À l'alimentation, plus on va vers des choses, on va dire simples, plus on va aider le corps à mieux fonctionner. Donc, chose simple, c'est revenir vers des vrais aliments, par exemple. Faire attention à la cuisson, pas faire n'importe quoi. Être sur des cuissons qui sont simples, arrêter de faire des trucs trop élaborés. On peut se faire plaisir, mais pas tout le temps. Faire des repas qui sont simples dans leur composition. Si on commence à voir qu'il y a des choses qui se passent pas bien au niveau digestif, d'essayer de voir s'il y a peut-être des aliments qui ne nous réussissent pas ou des repas, des mélanges qui ne nous réussissent pas. Voilà, de retourner en fait sur du bon sens finalement, des choses assez simples. Et puis après, on peut affiner, bien sûr, personnaliser, mais la base, c'est de retrouver du bon sens. Peut-être plus à l'écoute de son corps et sortir de sa zone de confort. C'est de bons conseils. C'est ça, exactement. C'est accepter de sortir de sa zone de confort et d'être observateur. Parce qu'il y a plein de choses où on va dire je suis intolérant à ça. En fait, on n'est pas forcément intolérant ou sensible, c'est juste parce qu'on le digère mal. Un moyen très simple, moi je vois des personnes qui me disent je suis sensible au gluten ou je suis intolérant au gluten, mais par contre ils sont partis en vacances ou ils sont partis dans un contexte plus festif, plus agréable, ils en ont consommé puis c'est passé. Donc on voit bien que c'est pas une réelle sensibilité, qu'il y a autre chose à ce moment-là. Un moyen simple, c'est de voir est-ce qu'on réagit toujours à peu près pareil ou pas. Et puis l'autre moyen, c'est de se dire tiens, je vais le consommer tout seul ou avec juste un truc très simple. Je vais manger juste une salade verte ou du concombre et puis je vais manger l'aliment que je pense être problématique. Puis on va regarder ce que ça donne. Le sommeil aussi, moi je sais que par exemple, il y a certaines choses qui me font du mal, entre guillemets. Le lait, par exemple, le fromage de vache, le lait de vache, ça me réussit pas du tout. En revanche, si je dors assez, en fait, parfois, ça va passer, quoi. Mais si j'ai peu de sommeil ou que mon sommeil n'a pas été de bonne qualité, mon système immunitaire, je sens que tout de suite, il y a une baisse de résistance, en tout cas pour mon cas personnel. Ouais, mais c'est une très bonne observation. C'est très intéressant de l'évoquer parce que ça fait vraiment partie de cette interaction avec l'environnement extérieur. C'est-à-dire que si notre corps est fort, notre corps va pouvoir amortir les choses plus facilement. Donc on pourrait imaginer qu'on a des amortisseurs comme sur une voiture, et puis si nos amortisseurs fonctionnent bien, quand on prend un choc, il va être bien amorti, on va pas trop le subir. Donc nos amortisseurs, c'est l'état de notre foie, c'est notre capacité immunitaire à réagir, mais sans que ça s'emballe. Puis ça peut être lié aussi à notre microbiote intestinal. Donc le repos, bien évidemment, parce que si on dort mieux, on aura plus de capacité à fonctionner et à supporter les aléas. Il y a plein de petites choses comme ça qui sont importantes, mais de comprendre en effet que d'un jour à l'autre, ça peut fluctuer, ça peut varier. Par exemple, de dire on fait une vraie nuit ou on fait une mauvaise nuit. Juste avec ça, la même personne, les mêmes repas, on a fait une bonne nuit, une mauvaise nuit, la glycémie va être moins bien régulée si on a fait une mauvaise nuit. Donc c'est ce phénomène-là finalement qui nous met souvent dans le rouge parce qu'avec l'âge, on a plus de fatigue, donc on a plus d'inertie, plus de difficultés pour répondre. Mais avec la fatigue, tout simplement, on a la même chose. Donc la privation de sommeil, c'est l'une des choses les pires qui soit. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui manquent de sommeil, que ce soit à cause des horaires, à cause de l'environnement pour dormir, à cause de l'état physiologique dans lequel ils se trouvent, qui les amène à avoir un sommeil qui est moins réparateur, de moins bonne qualité. Et donc forcément, quand ça traîne, quand ça dure dans le temps, ça a des répercussions sur le corps. Et même d'un jour à l'autre, on peut s'en apercevoir quand on est un petit peu à l'écoute. Docteur, est-ce que ça vous va si on part sur une solution qui peut être la supplémentation en fer? Oui, on peut parler de ça. Alors, est-ce que je peux vous poser quelques questions sur le rôle du fer?
Et aussi, j'ai un ami pharmacien justement qui a 40 ans de pharmacie et qui m'avait dit à l'époque, pour m'expliquer le rôle du fer, pour me schématiser, il m'a dit Nikita, si tu veux, le fer c'est un peu comme le carburant entre guillemets du système immunitaire, il m'avait dit. Est-ce que vous pouvez déjà me dire si vous êtes d'accord avec ça et puis à quoi sert le fer dans le corps en fait? Oui, d'une certaine façon, puisque le système immunitaire va se servir du fer pour faire des mécanismes oxydatifs. Parce qu'on a besoin de faire des mécanismes oxydatifs au niveau du système immunitaire, c'est très important, comme au niveau du foie. Et donc là, le fer va jouer un rôle très important ici. Et si on en manque, on aura une déficience en termes de capacité au niveau de ce mécanisme. Et de parler de carburant, ça peut être aussi très parlant dans le sens où on va avoir cet oxygène. Donc le carburant, c'est ce qui va permettre de brûler, de créer ce mécanisme de réaction, on va dire, avec le combustible, dans l'image qu'on a du carburant. Donc oui, ça peut être très parlant d'avoir cette image. Le fer, il intervient dans certaines fonctions qu'on a déterminées, mais par rapport à son rôle au niveau cellulaire, en fait, il concerne tous les tissus. Donc c'est vrai que ce qu'on parle au niveau du fer, c'est l'oxygénation, on va transporter grâce au fer de l'oxygène vers les tissus. Donc ça, c'est un premier élément important. On va permettre aux mitochondries, qui sont les centrales énergétiques de nos cellules, de pouvoir utiliser aussi de l'énergie, pouvoir produire de l'énergie et donc d'utiliser cette énergie. Ça veut dire que c'est le métabolisme cellulaire en tant que tel. S'il est moins bon, la cellule fonctionne moins bien, fonctionne au ralenti. Et quand elle fonctionne au ralenti, on va forcément avoir un ralentissement, une baisse en termes de capacité fonctionnelle. Et ça concerne toutes les cellules, c'est-à-dire que ça peut être notre système nerveux, c'est ce qu'on va ressentir en premier quand ça baisse au niveau du métabolisme. La plupart des maladies neuro sont en lien avec un affaiblissement métabolique au niveau cellulaire. On peut avoir bien sûr les muscles, où on va le ressentir avec l'activité physique, où quand on baisse, on voit qu'on a moins de capacité à faire un effort, ou moins de capacité à récupérer après un effort, ou à enchaîner les efforts. Mais on va dire que tous les tissus vont être concernés. Donc tous les tissus, ça veut dire que c'est le foie, c'est le système digestif, la trame osseuse, enfin, tous les tissus de l'organisme vont être soit soutenus, soit affaiblis si on en manque. Après, on va avoir des fonctions importantes comme la thyroïde, parce que la production d'hormones thyroïdes, la glande thyroïde va fonctionner aussi grâce au fer. Donc si on en manque, on va avoir un déficit en termes de capacité à produire les hormones. Et les hormones thyroïdes, c'est le métabolisme du corps. On accélère, on ralentit, et si on n'a pas la capacité, naturellement, ça se ralentit. Donc ça, c'est aussi un élément important. Après, donc, on a parlé du système immunitaire, on a parlé de l'état au niveau hépatique, la détox, le mécanisme de détox au niveau du foie, fait intervenir aussi le fer en grande partie. Donc on va avoir pas mal de fonctions, j'oublie quelques éléments, mais voilà, pour comprendre un peu l'ampleur qui est vraiment très importante pour cet élément, les besoins physiologiques, je ne parle pas des apports nutritionnels, les besoins physiologiques pour notre corps, c'est environ 1 mg par jour, c'est très peu. On est sur des petites quantités finalement et on voit tout le rôle que ça joue dans notre corps. Je profite de ce que vous venez de dire pour transitionner directement vers le synthésite, qui est donc un complément alimentaire en fer très peu dosé. Et souvent on me dit c'est pas très dosé. Et donc vous venez de répondre à la question, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin que ce soit hyper dosé pour répondre aux besoins physiologiques et non nutritionnels. Quand je lis les témoignages sur le synthésite, je me rends compte que tout ce que vous avez cité, toutes les dimensions sur lesquelles le fer peut jouer, du système immunitaire, la fatigue, les fonctions cognitives, transport de l'oxygène, formation normale des globules rouges, et puis vous avez parlé des mitochondries, on a pas mal d'études aussi qui montrent les bienfaits du synthésite là-dessus. Et en fait, tous les témoignages que je reçois, c'est exactement ça les améliorations, c'est le foie, les reins. Moi je savais pas ça, le coup des besoins physiologiques et besoins nutritionnels, je connaissais pas cette nuance. Voilà, la différence entre les deux, c'est que si on parle de besoins nutritionnels, c'est ce qu'on doit mettre dans l'assiette, on va dire, au quotidien pour avoir nos apports. Et ce qu'on doit mettre dans l'assiette, grosso modo, c'est 10 fois plus. Alors je dis grosso modo parce que ça dépend de la forme de fer. C'est-à-dire que si on est sur des fers, puisqu'on est en train de parler de forme justement, sur du fer qu'on appelle héminique, c'est le fer animal principalement, donc on va retrouver dans la viande, et ce fer héminique, il est associé à la protéine, à l'hème, à une structure de protéines qu'on va retrouver dans les globules rouges. Et ce fer-là, qui est la plus grande réserve de fer de notre corps, puisque 65% de notre fer à peu près se trouve ici, et ce fer-là, donc quand on mange un produit animal, on va recevoir ce fer sous cette forme-là, et il est relativement
bien disponible. Alors quand je dis relativement, c'est à peu près 20-25%. Donc c'est un taux qui est assez élevé, mais comme on ne fait pas que manger de la viande toute la journée, forcément, il y a cette part-là qui nous apporte une bonne partie de notre fer, et puis après, il y a tout ce qu'on va consommer ailleurs. Et le ailleurs, c'est le fer plutôt végétal, non héminique, et ce fer non héminique, lui, le taux d'absorption est beaucoup plus faible, c'est 5 à 10%. Donc on voit qu'il y a déjà une différence énorme entre les deux. Et bien évidemment, en fonction du type de viande que l'on va manger, si c'est une viande rouge, une volaille, on n'aura pas forcément les mêmes taux de fer. Pour le poisson, etc. L'œuf, c'est un peu différent parce qu'il y a une disponibilité qui est assez bonne aussi. Mais voilà, on va avoir finalement des quantités qui vont être plus facilement disponibles ou moins facilement disponibles. Ça, c'est une première chose importante. Et puis après, on va ajouter à tout ça, c'est tout ce qu'on a dans l'alimentation. Parce qu'il n'y a pas que du fer dans l'alimentation. Il y a des éléments qui peuvent rentrer en compétition, il y a des éléments qui vont séquestrer le fer et empêcher ce fer d'être absorbé correctement. Et donc forcément, tout ça, c'est différent entre ce qu'on met dans l'assiette et ce que le corps peut avoir comme élément utilisable. C'est pour ça que je mets bien cette notion, parce que c'est vrai que ça change vraiment la donne de comprendre que c'est une toute petite quantité dont on a besoin dans le corps, mais par rapport à tous ces aléas, on a besoin d'en avoir à peu près 10 fois plus ou 12 fois plus dans l'alimentation pour avoir à peu près ce quota. Ok, merci pour ces précisions. Vous avez parlé du rôle oxydant du fer. On peut un peu développer cette notion-là, parce que comment on ferait pour le rendre le plus disponible et inoffensif possible? Alors, le fer, sans rentrer trop dans des dynamiques de chimie, il y a deux formes de fer, l'ion ferrique, l'ion ferreux. Et en fait, le fer qu'on va trouver dans les produits animaux, il est plus oxydant que le fer dans les végétaux. Mais il se trouve que le fer qu'on va avoir dans les végétaux, même s'il est moins oxydant, notre corps de toute façon va convertir ce fer sous une forme qui va, elle, être oxydante. Donc dans tous les cas, on va avoir un fer qui est oxydant dans notre corps. Son rôle, on va dire, et sa présence, elle va être plutôt sous cette forme-là. Néanmoins, dans notre corps, le fer, lui, va être sous une forme qui le protège. Quand le fer circule dans le sang, comme je l'expliquais avec l'hémoglobine, le fer, il est au milieu d'une structure protéinée. Et donc, en étant au milieu de cette structure protéinée, il ne va pas interagir avec tout un tas de choses. Il va être associé là-dessus, il va fixer l'oxygène, mais il va être associé à cette structure protéinée. Donc, de cette façon-là, il peut circuler sans problème majeur. Quand on le consomme par l'alimentation, ce fer, une fois qu'il est digéré, que toute la matrice est digérée, le fer qui va être récupéré, normalement, va être récupéré par des protéines. La transférine, qui est une protéine, pareil, qui va se fixer au fer et qui va permettre de l'acheminer à un autre endroit sans qu'il joue un rôle oxydant. Donc de cette façon-là, les tissus vont être protégés et on va utiliser le fer en tant qu'élément oxydant ou oxydatif là où c'est nécessaire. Dans les cellules immunitaires pour gérer certaines réactions, au niveau du foie, etc. Ils vont jouer ce rôle-là. Et puis il y a d'autres mécanismes, mais en tout cas pour son rôle oxydant, ça va être ça. Et en fonction donc de la structure dans laquelle se trouve ce fer, on va avoir un effet qui peut être plus ou moins oxydant. Donc par l'alimentation, le fer animal est plus oxydant que le fer végétal. Donc c'est pour ça que si on en consomme beaucoup, on parle souvent de la viande rouge en grande quantité, il peut y avoir un phénomène plus oxydant qui peut être compensé par les végétaux, puisque les végétaux vont apporter aussi des antioxydants, donc ça va équilibrer tout ça. Et la problématique que l'on va avoir avec les suppléments, parce que c'est là où ça peut se jouer, c'est que quand on consomme des suppléments, le plus souvent, déjà on va avoir du fer qui peut se retrouver sous forme libre, c'est-à-dire qu'il ne va pas être associé à une protéine quand il va circuler dans l'organisme, avant de passer au niveau du foie et de pouvoir être réagencé, mais en tout cas il peut circuler pendant un certain temps sous forme libre, et donc ça c'est une forme qui va être problématique parce que beaucoup plus à risque d'oxydation, donc oxydation c'est inflammation. Et l'autre aspect, c'est la quantité. Si je prends de l'alimentation, je vais prendre de la viande, si je mange 150 grammes de viande, je vais avoir, je veux dire quelques milligrammes, même pas quelques milligrammes, peut-être 1 milligramme qui va arriver en se disant la viande est très riche en fer, j'en absorbe 25%, ça arrive, voilà, je vais peut-être avoir 1 milligramme qui arrive dans mon sang. Si je consomme un produit classique type glycinate, il y en a d'autres, des formes de fer, mais on va dire un glycinate de fer, je vais absorber par exemple 25 ou 30%. Si j'absorbe 25 ou 30% d'un produit qui est dosé à 15 mg ou à 20 mg, la quantité qui arrive dans le sang d'un coup est énorme par rapport à ce que j'ai par l'alimentation. Donc mon corps va devoir gérer une quantité aussi importante. Donc c'est pas le simple fait de dire j'apporte du fer qui pose problème, c'est la forme
et la quantité, la concentration. Donc ça, c'est les fers classiques qu'on connaît, donc bisglycinate. Les sulfates de fer, etc., qu'on trouve dans les produits médicamenteux. Plus le fer est sous une forme minérale et faiblement absorbée, plus on a souvent des problèmes d'intolérance en termes de confort quand on les consomme au niveau du système digestif. Ça, c'est la première chose où on va le voir. Et souvent, ils sont plus dosés. Ces formes-là sont plus dosées, justement parce qu'il y a une absorption qui est relativement faible. Les fers qui sont plus absorbables peuvent déjà être moins dosés. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être déjà plus intéressant. Mais la problématique qui peut ressortir aussi là-dessus, c'est la quantité. Parce que s'il est plus absorbable, est-ce qu'on a besoin d'en mettre autant en quantité ou est-ce qu'on pourrait mettre une quantité plus faible? Ça, c'est la grande question. Voilà. Le fer synthésite, on en revient sur sa composition, sa structure. C'est qu'il va jouer sur le fait d'être faible en dosage. L'avantage, c'est qu'on ne va pas créer de surcharge majeure. On risque pas de surcharger le foie, on risque pas de créer des surcharges majeures avec cette forme de fer. Le but, c'est d'apporter quelque chose qui peut soutenir le corps, mais sans créer des surcharges supplémentaires en fait. Et particulièrement pour des sportifs qui veulent faire du sport un peu soutenu, bien évidemment, parce que on met déjà le corps en inflammation par l'effort physique, donc il faut que la récupération soit correcte. Et là, en l'occurrence, comme on améliore le process de récupération, on a parlé avec le sommeil, etc., ça va aider derrière à ce que le corps suive, absorbe plus facilement l'effort physique. Donc on va le ressentir au moment et après, en phase de récupération. Donc en effet, ça peut être quelque chose de très intéressant, pas forcément pour prendre parce qu'on fait du sport, mais pour se soutenir si on sent qu'on a des besoins parce qu'on est un petit peu fatigué, un petit peu moins bien. Nous, on a des quantités qui sont entre 0,3, 0,8 jusqu'à 1,6 mg par gélule. Il y a une entreprise dans le monde donc, qui fait ça, c'est Synthestech. Et on est bluffé par les résultats avec des si faibles dosages. Et ce qu'avance Synthestech, donc l'entreprise qui produit le fer, c'est qu'il est 10 à 40 fois moins dosé selon le produit qu'on choisit que les fers classiques, donc les fers dont on vient de parler. La vérité, c'est que moi, j'avais jamais pris de complément alimentaire avant celui-là. Ma médecine, c'était le jeûne, s'exposer au soleil, bien dormir, manger correctement. Mais j'étais loin d'être parfait, je faisais pas assez de sport, je buvais trop de café. Donc il y avait plein de choses comme ça que je faisais pas assez bien. Et en 2020, mon frère m'a parlé du synthésite. Je lui ai dit, ouais, moi je suis pas trop complément quoi. Là on est 6 ans plus tard, avant ça a changé mais... Ça a changé. mais voilà, à l'époque il me dit, il faut absolument que t'en parles, c'est trop bien, c'est un nouveau procédé que les Russes ont mis au point. Et je lui dis, moi je peux pas parler de ça à des gens alors que je l'ai même pas essayé sur moi, c'est pas possible. J'accepte de l'essayer et puis si ça me fait du bien, j'en parlerai. Et donc j'avais un kyste là sur la main gauche et qui est parti au bout de 45 jours. Et d'ailleurs, c'est à cette époque-là que j'avais parlé avec mon ami pharmacien. Un matin, je me réveille, j'ai la main toute gonflée, la main, donc je flippe un peu. Le lendemain, paf, c'était parti. Et je me suis dit, bon, là, j'ai appelé mon frère, je lui dis, ok, là, je te crois, parce que ça faisait 2 ans que j'essayais de faire partir ce kyste, et de plein de façons différentes, j'ai essayé vraiment plein de méthodes, surtout à base de plantes, l'élixir du Suédois, de Maria Treben, bon, plein de choses, j'ai vraiment essayé tout ce qui pouvait être naturel, on va dire. Et en fait, c'est pour ça qu'à l'époque, j'ai dit à mon frère, ok, on va en parler, parce qu'il n'y avait pas que ça. Après, je l'ai fait tester à des amis, de la famille, et puis tout le monde me disait, bah ouais, je dors mieux, j'ai plus d'énergie, je me sens plus jeune. Enfin, comme si j'avais rajeuni, des gens un peu plus âgés qui me disaient ça. Je dis, bon, bah c'est prometteur et tout. Un monsieur qui avait fait une opération du cœur, qui est reparti faire son footing 7 à 10 jours après, on a son témoignage vidéo, c'est Philippe. C'était le premier témoignage vidéo d'ailleurs, francophone. Depuis, bon, on arrive à 130 témoignages, dont des témoignages filmés. On a l'ex-présidente de la Fédération française de jeûne et randonnée, Nicolas Bolling, qui nous a fait un super témoignage sur son papa. On a des champions de boxe du monde, de Russie, d'Europe. On a les champions du monde du Dakar aussi, les frères Benavides, qui ont été bluffés parce qu'au bout de 4 jours, ils ont dit « Non mais c'est quoi ce délire ?» Bon, après, ils se prenaient des doses de cheval, ils se prenaient 2 gélules de Premium 1600, ce qui fait 3,2 mg par jour. Et ils le prenaient avec leur café le matin, avec leurs œufs, donc ce qu'il faut surtout pas faire, pas de calcium, ils le prenaient avec du calcium, et avec du café, pas de caféine, ils le prenaient avec la caféine, et avec du gras en plus, avec de l'avocat. Donc en gros, ils faisaient tout ce qu'il fallait pas faire, et ils ont quand même ressenti les effets, mais ils se prenaient des doses que
qui sont que pour les sportifs de haut niveau ou les personnes qui ont vraiment un problème à corriger. On donne pas ces doses-là normalement. On reste à 1,6 par jour. Et le maxi, on dit toujours 4 mg par jour maximum. Mais bon, il faut se prendre 2-3 gélules pour arriver à ce dosage, donc il n'y a pas besoin. Oui, normalement, c'est pas des choses qu'on va faire classiquement, mais c'est intéressant d'avoir un peu ces observations. Donc ça revient sur ce qu'on a évoqué tout à l'heure quand je parlais de cet aspect global en termes d'efficacité, parce que ça va agir sur le côté profond. Donc c'est sûr que sur du court terme, on peut ressentir un mieux au niveau énergétique, parce que oui, ça va soutenir un petit peu l'oxygénation, soutenir un peu les mitochondries, relancer peut-être un peu le métabolisme global avec la thyroïde. Donc ce sont des choses qu'on peut ressentir à court terme. C'est vrai que si on veut faire une vraie cure pour se soutenir, faut faire quelque chose d'un peu plus long. Si on va plus en profondeur, ce qui va se passer, on en revient sur ce que je disais avec la quantité de fer, synthésite. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on n'est pas en train de charger l'organisme, donc le corps va pas avoir un travail énorme à faire pour faire cette détente au niveau de la concentration du fer, donc ça c'est intéressant. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on a quand même l'alimentation, ce qui fait qu'on a quand même du fer, on a quand même des éléments qui arrivent par l'alimentation. Donc au final, on n'est pas en train de recharger le corps énormément, et c'est sûr que s'il y a une anémie importante, ça va être compliqué de la compenser juste avec ça. On peut travailler sur différents aspects, mais juste avec ça, ça peut être compliqué. Par contre, si on n'est pas dans un état d'anémie majeure, ça va apporter un petit plus avec une forme qui est très disponible, très bien utilisable par le corps, plus ce qu'on apporte. Et c'est vrai que sur plusieurs semaines, plusieurs mois comme ça, l'intérêt, c'est que le niveau va remonter, le corps va refaire un peu des stocks. Au niveau du foie, au niveau des tissus, il y a certaines choses qui vont s'améliorer, parce que le fer va jouer un rôle à différents niveaux. Et en effet, derrière, une fois qu'on arrête la cure, bon, si on a fait 3 mois, ça va pas redescendre d'un coup. C'est-à-dire que le fer, il part pas tout de suite. On en garde un certain temps. C'est pas comme le magnésium, quelqu'un qui est en état de stress majeur, qui est déminéralisé, on fait une cure, ça monte, et puis il arrête la cure, puis 15 jours après, l'impression que ça redescend déjà. Parce que le magnésium, on a besoin d'en recevoir suffisamment au quotidien pour que ça fonctionne. Alors que le fer, on a quand même des réserves. Donc on a un amortisseur si on a une situation qui est correcte. Donc ce qui permet de comprendre aussi l'intérêt de faire une cure par exemple sur 2-3 mois pour renforcer le terrain, parce que l'alimentation va y participer et le produit va arriver par-dessus, sans créer des surcharges trop importantes, parce que c'est le but aussi, c'est de pas créer des surcharges trop importantes. Et derrière, quand on arrête, normalement on est à un niveau qui est plus haut et ça va pas redégringoler tout de suite, ça va rester relativement stable. Après, bien sûr, tout dépend de ce qu'on fait dans son hygiène de vie. C'est toujours pareil. Comme le fer va servir au système immunitaire, va servir au niveau du foie, on comprend déjà que s'il y a beaucoup de sollicitations à ce niveau-là, ça va plus mobiliser notre fer. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire là-dessus ? C'est de faire attention à ce à quoi on est exposé, que ce soit par l'alimentation, les cosmétiques ou d'autres choses qui peuvent créer des lésions pour notre corps. Donc, sur l'alimentation, ça peut être des pesticides, ça peut être des médicaments, ça peut être tout un tas de chimie que l'on a. Alors, on peut jamais être parfait, hein. On parlait de l'alimentation idéale, entre guillemets, en disant que vous ne faisiez pas les choses idéales. Et le but, c'est pas de faire de l'idéal, mais le but, c'est d'arriver à faire des choses qui sont moins pires, qui vont vers le mieux, on va dire. Donc, ça veut dire que, acheter bio, ça pourrait être très bien, ou cultiver son potager, ça pourrait être top, mais on fait ce qu'on peut. Donc, dans le ce qu'on peut, c'est d'acheter peut-être du local, si le local est quand même mieux que ce qu'on va avoir qui vient de l'autre bout du monde, par exemple. Ça peut être une première démarche assez simple. D'acheter des produits bruts plutôt que des produits qui ont déjà été transformés. On aura moins tendance à avoir des produits chimiques et autres dedans. Ce ne sera pas une garantie qu'il n'y en aura pas du tout, hein. Il y en aura moins. Il y a des aliments qui sont naturellement moins chargés en pesticides parce qu'ils demandent moins de traitement. Ces aliments-là, on peut y aller un peu plus facilement. Ils seront moins pollués naturellement que d'autres. Donc il y a certaines choses comme ça que l'on peut aller chercher pour réduire son exposition. Ça résout pas tout, mais ça va réduire encore. Donc il y a des moyens comme ça de limiter la contrainte. Quand je travaille, la chose numéro 1, c'est souvent l'aspect digestif. C'est-à-dire si c'est le bazar au niveau du ventre, on va créer une surcharge permanente. Donc bien sûr, ça va surcharger le foie, mais ça va solliciter le système digestif, l'intestin, qui va lui être agressé, laisser passer plus de substances, devenir poreux, etc., etc. Donc ça, c'est une première chose très très importante pour moi quand je fais le point avec quelqu'un et pour n'importe qui. Si c'est le bazar au niveau du ventre, ça va être compliqué. Si on arrive à améliorer les choses, ce sera plus simple. Donc améliorer les choses, c'est quoi ? On peut mastiquer. Si on a tendance à manger vite dans la précipitation, déjà ça peut être une première étape de dire je vais prendre le temps
Donc soit je compte dans ma tête, soit je pose ma fourchette, soit je trouve des petites choses comme ça pour calmer le jeu et prendre plus le temps. Ça peut être de se détendre avant de manger. On est dans la précipitation, on court, on se pose 2 minutes, on respire un peu, on fait redescendre un petit peu le niveau de stress, de tension, on va libérer un peu la capacité digestive, ce sera toujours ça de prix pour faire une meilleure digestion. On peut faire les associations alimentaires. J'ai fait 2 livres là-dessus où j'explique de manière assez simple ou un peu plus détaillée selon le livre comment construire son alimentation juste avec des changements qui sont pas forcément si compliqués que ça. On n'est pas dans l'éviction, on n'est pas en train de se dire il faut supprimer ça. C'est juste on va réorganiser l'alimentation pour dire tel repas je vais le faire de telle façon, tel repas je vais le faire de telle façon, et à ce moment-là on va éviter les mélanges les plus problématiques. Donc, par exemple, dans ce qui est assez connu, c'est le sucré en fin de repas, qui a tendance à plomber la digestion, à alourdir le process digestif. Donc, le sucré en fin de repas, si on peut l'éviter, c'est l'idéal. Ça, c'est sur l'alimentation. On parlait d'oxygénation avec le fer, mais le mouvement, l'activité physique, sans parler de faire des choses extraordinaires. Le mouvement, c'est bouger. Donc bouger, ça peut être d'aller marcher régulièrement, ça peut être de faire un peu de footing, d'aller faire du vélo, ça peut être de soulever des choses. Quand on soulève les choses, on mobilise nos muscles, on demande à notre corps de faire un effort qu'il n'a pas forcément l'habitude de faire, on le met en contrainte, donc il va devoir s'adapter, se renforcer. Ça peut être très intéressant. Alors le HIIT, ça veut tout et rien dire, hein. Sport de haute intensité, vous allez faire quelques sprints comme ça, c'est du sport de haute intensité, hein. Il n'y a pas besoin de se mettre dans une salle et faire... voilà, c'est juste, le principe, c'est on fait un effort soutenu pendant une période qui est courte, ça peut être 10 secondes, hop, on souffle, on revient, hop, on refait 10 secondes, on souffle, on revient, on demande une contrainte intense, une mobilisation forte. Donc ça, ce sont des choses qui vont aider l'organisme parce que ça nous fait bouger. Bouger, c'est l'oxygénation, c'est la circulation lymphatique, et puis c'est l'adaptation. On a besoin de s'adapter à notre environnement, de pouvoir une bonne capacité adaptative. Par contre, si on bascule dans l'excès, que ce soit trop de contraintes digestives, trop de surmenage général, physiquement aussi, trop de contraintes et qu'on blesse trop les tissus, qu'est-ce qui se passe quand on blesse? On crée des saignements, on crée des blessures. Donc là, il va falloir réparer, et là, il va falloir faire des choses beaucoup plus conséquentes, et là, on va puiser beaucoup plus dans nos réserves. Donc au niveau du système digestif, par rapport aux personnes qui ont souvent des problèmes de fer, on va retrouver les personnes qui ont un intestin très agressé. Dans les cas extrêmes, les rectocolites hémorragiques, bien sûr, là, il y a des saignements clairement identifiés, mais sans arriver à ce stade-là, quand l'intestin est agressé en permanence, qui commence à devenir douloureux, il faut imaginer qu'il y a de l'agression sur le tissu. Agression sur le tissu, il y a le système circulatoire qui est juste derrière. Donc forcément, ça peut poser problème. Donc après, chez les femmes, il y a la problématique menstruelle. Donc quand je dis problématique menstruelle, c'est pas la menstruation qui est problématique, hein, c'est le contexte du corps qui génère des menstruations excessives, trop abondantes, ou trop régulières, trop fréquentes, quand je dis trop régulières. À ce moment-là, le taux de fer n'a pas le temps de remonter. La personne est toujours en train de courir après son taux de fer sans arriver à le maintenir. Donc là, quand on est très bas, le synthétite ne sera pas forcément suffisant, mais quand on a réussi à stabiliser les choses pour se maintenir et entretenir, éviter que ça redégringole ou être dans une situation trop problématique, ou ne pas être tout le temps sous supplémentation, comme on l'expliquait tout à l'heure, se maintenir et voilà, être un peu comme ça, on peut utiliser des choses comme ça en prévention, mais bien sûr, travailler le terrain pour limiter la manifestation physiologique de menstruation trop abondante ou trop fréquente, ça va être aussi utile. Il y a pas mal de petites choses qu'on peut mettre en place qui sont pas forcément si compliquées que ça pour soulager notre corps et aider à ce qu'on ait des besoins en fer qui soient moins importants. J'ai Irène, grâce à qui je vous ai contacté, qui m'a fait un témoignage justement qui, elle, avait des règles très hémorragiques, douloureuses, et puis qui a un taux de fer qui est bas et qui est en anémie et qui même faisait des malaises à cause de ça. Donc vraiment quelque chose d'assez avancé. Et donc là, elle m'a fait un témoignage l'autre jour, ça doit faire 3 jours. Alors, elle a observé des bienfaits déjà sur son énergie. Au bout d'un mois et demi, je précise que ça fait qu'1 mois et demi de cure, il faut qu'elle fasse au moins 3-4 mois là pour ce dont on a parlé, restabiliser, refaire les stocks, etc. Et à côté, elle ne prend pas que du synthésite, elle prend aussi le fer à base de feuilles de curry. Oui, c'est ça. Oui, c'est une autre forme de fer que je trouve intéressante, qui est une forme de fer végétal
Et comme je disais tout à l'heure, cette forme de fer est moins oxydante, donc c'est pour ça que ça peut être intéressant, même si elle est plus dosée. Comme on peut trouver dans du bisglycinate, il y aura moins d'effet de ce fer libre qui peut être un peu plus oxydant. Donc c'est un fer qui peut être intéressant pour avoir une dose plus conséquente. Ok, donc voilà, comme là on parle d'anémie, de vraiment qui a besoin d'un dosage plus important, elle prend donc ce fer à base de feuilles de curry, plus le synthésite, plus d'autres vitamines elle prend. Et depuis qu'elle prend le synthésite, plus en forme au niveau du corps, plus en forme au niveau même de son énergie globale, elle me dit, j'ai observé également que le peu de rétention d'eau que j'avais développé sur les 3 dernières années dans les jambes est en train de disparaître. Mon enthousiasme et mon dynamisme naturel sont revenus, donc c'est une belle nouvelle pour elle. Et voilà, et par rapport aux règles, la dernière période de femme a été un peu moins longtemps douloureuse et moins hémorragique. J'espère voir ces facteurs diminuer avec le temps, voire même disparaître, elle me dit. La dernière chose sur ce témoignage qui est importante à dire aussi, que ce soit avec du synthésite ou avec un autre fer, peu importe, là en l'occurrence elle prend les deux, mais elle dit j'ai fait aussi l'expérience par inadvertance de prendre le synthésite que tard dans la journée, au lieu de le prendre entre 7 et 9 heures. Eh bien ça n'a pas loupé, les symptômes de l'anémie tels que étourdissement, qui sont les prémices des malaises, sont revenus de plus belle, la fatigue intense et tout le reste. Alors qu'en fait c'est juste un jour où elle a oublié de bien prendre sa gélule, on va dire, de manière bien régulière. Comme quoi la régularité, tout ça pour dire que c'est super important. Surtout dans ces cas où il y a une vraie anémie. Après il y a des gens qui sont, c'est juste pour dormir mieux, avoir plus d'énergie, bon c'est pas grave. Mais la régularité, si on a envie de remonter le taux de fer, attention au café, attention au calcium, attention à pas stresser son intestin, à pas être dans un environnement trop stressant, à prendre soin de soi, bien respirer par le nez, s'exposer à la nature. Bon, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place pour améliorer tout ça. Quelqu'un qui n'aurait pas de soucis majeurs pourrait même le prendre un jour sur deux. On va dire, ça pourrait fonctionner parce que c'est un soutien. Là, on est plus que dans un soutien. Le but, c'est vraiment de faire remonter l'état physiologique en partant d'une situation où la personne est déjà un peu basse quand même. Et donc forcément, pour faire remonter l'état physiologique dans un contexte comme celui-ci, là, il y a un besoin d'implication qui est bien plus importante. Je vais prendre un autre exemple pour vraiment comprendre. C'est comme si on veut faire de la détox, parce qu'on parlait un peu de jeûne tout à l'heure, comme ça. C'est comme si on veut faire de la détox. On a quelqu'un qui est bien encrassé et la personne, elle aimerait en 4 jours que ce soit résolu. Ça va pas marcher en 4 jours. Il va falloir faire quelque chose et donc pour que ça fonctionne, on peut faire des séquences qui sont courtes, c'est pas un problème, mais il va falloir les faire assez souvent, les répéter dans un premier temps suffisamment proche pour qu'il y ait un effet qui soit assez important. Et puis une fois que le corps est remonté, après on peut beaucoup plus espacer, on fait de l'entretien. Mais dans un contexte où il y a vraiment un besoin de soutien très fort pour remonter, on a besoin de cette régularité. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre pour savoir le contexte dans lequel on doit l'utiliser, pourquoi on l'utilise de cette façon. Il y avait un autre aspect aussi, c'est intéressant de le comprendre d'un point de vue physiologique, c'est par rapport à ce qui est exposé sur la rétention d'eau, sur la problématique des règles. Comme je le disais tout à l'heure, notre corps, c'est un tout, donc il interagit avec son environnement extérieur, et à l'intérieur de notre corps, il y a tout un ensemble d'organes qui fonctionnent de manière cohérente, et ces organes vont avoir pour rôle de nous maintenir dans un état d'équilibre. Donc l'état d'équilibre, c'est un état de survie au niveau vital, au niveau biologique. Puis si ça fonctionne bien, bien sûr, on fait plus que de la survie. On peut exprimer vraiment le potentiel physiologique. Mais à minima, c'est de la survie. Ça veut dire que quand tout se passe bien, ça va marche. Puis quand ça commence à être plus compliqué, on voit que ça se resserre autour de nous. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand ça se resserre? On va privilégier les fonctions vitales, privilégier les choses les plus importantes. Et puis des choses qui sont moins importantes vont commencer à réduire. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on commence à avoir des symptômes qui apparaissent parce qu'il y a des fonctions qui ralentissent. On commence à avoir des symptômes qui apparaissent parce qu'il y a de nouvelles voies d'élimination, de nettoyage qui vont se mettre en place pour soutenir des voies qui sont saturées. Et de cette manière-là, on commence à voir des manifestations plus ou moins désagréables s'installer. Donc là, dans le contexte avec la rétention d'eau et avec les menstruations, on va avoir souvent une problématique qui va être liée aux émonctoires, au foie principalement et dans une certaine mesure au rein. Donc le foie principalement parce que le foie et les menstruations sont souvent liés. Quand le foie est trop saturé, ça va se répercuter souvent sur le cycle menstruel. Donc si ça se passe mieux au niveau du foie avec le produit parce que le fer va aider, on aura derrière moins de surcharge. Donc ça, c'est pas que le synthésite. Moi, je vois des personnes qui vont faire des jeûnes et qui après ont des améliorations conséquentes au niveau menstruel. Au niveau du foie, parce que s'il y a moins de toxines qui saturent l'organisme, il y aura moins besoin de les diluer.
La rétention d'eau va permettre aussi de faire un peu un phénomène de dilution. Et puis la fonction rénale, parce que c'est elle aussi qui va éliminer l'eau en excès. Donc si la fonction rénale joue plus facilement son rôle de drainage, on va aussi réguler la problématique de l'eau plus facilement. Donc on voit ici deux organes émonctoires qui sont très importants pour notre corps. Il faut imaginer que les poumons, c'est pareil, vont jouer aussi leur rôle par rapport à tout ça. Mais on va soutenir l'activité cellulaire. Et donc si le métabolisme de ces cellules, leur capacité fonctionnelle est renforcée, naturellement, ça va tourner plus efficacement. Donc le plus efficacement, comme je le disais tout à l'heure, c'est un état d'équilibre. Donc le jour, on surcharge, la nuit, on décharge. Donc si on arrive à retrouver cet équilibre et qu'on commence à décharger un peu plus la nuit et un peu moins surcharger le jour, ce qui va se passer, c'est que petit à petit, ça remonte. Et donc quand ça remonte, on voit la problématique des symptômes aller dans le sens inverse. C'est juste physiologique, c'est simplement on permet au corps de retrouver une capacité fonctionnelle qui s'améliore. C'est l'essence de mon travail, c'est de ramener l'individu dans cette capacité-là à retrouver la zone dans laquelle le corps fonctionne bien pour retrouver ce potentiel-là. Et donc là, c'est intéressant parce que quand il y a des produits qui vont soutenir, on peut les utiliser justement pour aider l'organisme à retrouver son équilibre plus facilement. Docteur Pérez, en tant qu'ancien sportif de haut niveau, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du rôle que peut avoir le fer dans l'oxygénation des muscles, dans l'endurance, la récupération, pour les sportifs, que ce soit de haut niveau ou les sportifs amateurs? Oui, le fer, ça va jouer un rôle important. Alors, dans le sport, on va avoir un besoin métabolique au niveau cellulaire qui est très très élevé. J'expliquais tout à l'heure les deux zones qui vont probablement être les plus sensibles, c'est le système nerveux et le système musculaire. Le système nerveux parce qu'il tourne en permanence, c'est à peu près 20% de la mobilisation énergétique de notre quotidien, c'est notre cerveau. Donc c'est une mobilisation énorme. Et puis les muscles, pour ceux qui les utilisent, forcément, on va avoir au moment de l'effort physique également une très très forte mobilisation pour répondre à l'effort. Donc pour le sport d'une manière générale, on va avoir besoin d'alimenter les tissus en oxygène, ça c'est très important, et de pouvoir maintenir un niveau de production d'énergie. Donc au niveau cellulaire, c'est un petit raccourci qu'on va appeler ATP, la molécule énergétique de nos cellules. Et cette molécule-là, il faut la produire. Et pour la produire, on a besoin d'un certain nombre de choses, dont de l'oxygène. Et on va avoir besoin d'électrons, des particules électriques que notre corps va transmettre, donc avec des mécanismes, ce qu'on appelle d'oxydoréduction. On parlait que le fer était oxydant. Donc on a des mécanismes d'oxydoréduction comme ça qui vont permettre de transmettre des particules et de produire cette énergie. Si le fer manque, on va voir que ça coince. Donc on peut le voir dans les cas très caractéristiques d'anémie où la personne est essoufflée, la personne va faire un petit effort, elle a du mal à tenir tout de suite parce que y a pas cette oxygénation qui peut se faire. Donc le fer va contribuer à optimiser cette oxygénation. Donc ça c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, c'est au sein même de la mitochondrie, le fer va jouer son rôle. Donc on a l'apport en oxygène et l'utilisation en termes de production d'énergie qui va se faire aussi avec l'effet du fer. Donc on a un double rôle ici qui va être important. On va aider les sportifs à mieux fonctionner. Ça, c'est le côté métabolique au niveau énergie. Puis un autre aspect auquel on ne pense pas quand on pense au sport, mais c'est l'élimination, le recyclage des déchets. C'est-à-dire que quand on fait du sport, il faut faire sortir aussi le gaz carbonique. Donc le gaz carbonique, il va sortir comme quand l'oxygène rentre par les poumons. Ça arrive par les poumons. Ça chemine jusqu'au tissu et puis ça repart dans l'autre sens. Donc l'oxygène arrive jusqu'au tissu, il y a du gaz carbonique qui va remplacer et ça va repartir de l'autre côté. Et ça aussi, si on a une meilleure capacité à faire circuler tout ça, ça va optimiser les échanges. Donc ça aide à améliorer l'oxygénation et ça aide à favoriser l'élimination, l'évacuation du gaz carbonique. Pour ceux qui font du sport de haut niveau où on pousse le corps dans ses retranchements, le foie doit suivre. Les reins doivent suivre parce qu'il y a un énorme travail et qu'on voit chez les sportifs de haut niveau. Moi, je vais parler par rapport à ce que je faisais en faisant de l'athlétisme, où je faisais du sprint. Quand on fait du sprint et qu'on fait des grosses séances, ça arrive de voir des athlètes qui vont vomir à la fin de la séance. On est dans un contexte où on pousse le corps à l'extrême, donc il y a une surcharge qui est très importante et ça arrive des fois d'aller vomir. Moi, personnellement, ça m'est jamais arrivé. Ça a failli une fois, mais ça n'est jamais arrivé. Voilà, des organes émonctoires comme ça vont être très sollicités. Donc si on a un soutien grâce au fer à ce niveau-là, ça va aider. Par rapport à toutes ces composantes-là, au niveau biologique de production d'énergie et de fonctionnement cellulaire, et de l'autre côté de nettoyage, d'évacuation des toxines, des déchets produits pendant l'effort, de recyclage,
on aura une meilleure capacité au niveau physique. Donc meilleure capacité à l'effort, on peut avoir une meilleure capacité de production d'énergie, de VO2 max, d'aérobie, capacité aérobie, une meilleure capacité musculaire, parce que forcément, les muscles, s'ils sont plus alimentés, ils vont pouvoir réagir plus efficacement ou se renforcer. Et puis derrière, c'est une meilleure capacité de récupération. Pour se soutenir aussi, je pense aux sportifs quand il y a des périodes particulières, périodes qui sont très intenses, parce que là, forcément, on va taper beaucoup plus dedans. Donc, soit en prévention, c'est-à-dire on le fait en amont, en cure en amont, ou alors parce qu'on rentre dans une phase où on sent que le corps commence à avoir plus de mal, et donc là, on va le soutenir. Et puis, ça peut être aussi chez les sportifs, particulièrement ceux qui s'entraînent beaucoup, en phase de récupération, s'il y a une blessure, s'il y a quelque chose comme ça, parce que ça va activer, encore une fois, on parle du système immunitaire, ça va activer cette mécanique de réparation. Donc, c'est vrai que c'est quand même intéressant pour ne pas avoir trop d'immobilisation, d'être arrêté trop longtemps. Je rebondis tout de suite sur ce que vous dites, docteur, parce qu'on a donc sponsorisé Luciano Benavides qui a gagné le Rallye Dakar, anciennement Paris-Dakar en moto. Et il a gagné en 2026, là en janvier. Et il s'était blessé 3 mois avant. Donc là, on a vraiment un cas concret de quelqu'un qui a vu... Donc il a eu une luxation de l'épaule. Il s'est fait les ligaments croisés du genou, je ne sais plus quel genou, sur une pré-compétition du Dakar, voilà, pour être sélectionné pour courir le Dakar. Donc tout le monde pensait que c'était terminé. Tout le monde pensait qu'il allait pas pouvoir courir le Dakar avec son épaule luxée, ses ligaments croisés. Et en fait, il a gagné le Dakar à 2 secondes près. Et il a continué évidemment sa cure de synthésite. Il faisait une cure, lui, déjà en préventif depuis juin 2025. Juin 2025 jusque janvier, et même pendant le Dakar, il en prenait en fait du synthésite tous les jours. Il était là avec son premium et tout. Et lui-même, il a dit ça m'a aidé énormément dans ma récupération, dans ma préparation physique. Et là, il a gagné le Dakar à 2 secondes. Donc ça a été la meilleure pub pour nous, c'est-à-dire blessure, récupération et bam. Là, le synthésite, ils l'ont quand même pris et voilà, c'est pour ça qu'ils ont trouvé ça bien. Oui, non, mais c'est intéressant de voir dans certaines conditions réelles et des conditions qui sont, on peut dire, extrêmes, parce que voilà, le Dakar, ça fait partie de situations qui sont quand même extrêmes, avec des efforts qui sont longs, plusieurs heures d'affilée, peu de récupération entre les étapes. Ça veut dire quand même qu'il y a un soutien qui est très intéressant, même dans des contextes qui sont extrêmes. Et ce qu'il faut toujours remarquer ici, là on parle du sport, mais on pourrait l'étendre à tout finalement. Notre vie est un contexte extrême, d'une certaine manière, parce qu'il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de sollicitations, etc. On a tous des besoins à un moment donné de créer des temps de récupération. Par contre, ce qui est important, c'est d'observer ce qui se passe, parce que chez certaines personnes, ça marchera super bien. Chez d'autres personnes, ça peut marcher moins bien. Il peut y avoir plein de raisons. Il peut être la génétique, ça peut être l'intestin, ça peut être la manière dont c'est pris, puisqu'on a évoqué la problématique avec le café, avec différentes choses qui vont être en compétition, qui vont empêcher l'absorption, etc. Donc ça va jouer aussi, parce que c'est pas parce qu'on prend un complément que ça va forcément marcher. Si on le prend dans de mauvaises conditions, ça marchera forcément moins efficacement. Donc ça aussi, faut l'intégrer, faut le faire d'une certaine manière, autant que possible. Moi, je dis souvent, quand je conseille quelque chose, je leur dis, je vous propose de tester ça, on va voir ce que ça donne. Parce que même si je pense que le produit est bon, il y a toujours un risque que ça coince pour une raison ou pour une autre. Et tant qu'on y est, docteur, est-ce que vous pouvez nous dire un peu à qui vous le recommandez, tant qu'on est dans les recommandations, à qui vous le recommandez, à qui vous le recommandez pas? Je sous-entends anticoagulant, s'il y a un traitement médicamenteux. Est-ce qu'on peut y aller comme ça sans demander à son médecin, ou est-ce qu'il faut demander à son médecin avant quand même? Alors, par rapport aux recommandations, on va dire tous les profils qui peuvent être un peu particuliers avec des pathologies, des traitements, c'est préférable de demander quand même à son médecin ou à son pharmacien, parce que ce sont des personnes qui savent ce que vous prenez. Ils ont vu le suivi, ils savent ce que vous avez comme traitement, ou s'ils ne le savent pas parce que il y a un traitement que vous avez pris ailleurs, vous pouvez leur dire. Ils sont censés connaître les médicaments que vous prenez, les associations, les interactions qu'il peut y avoir, et à ce moment-là, savoir si c'est possible de le faire dans de bonnes conditions ou pas. Il faut imaginer que le fer, c'est un complément qui peut passer avec pas mal de traitements, il n'y a pas de grosses interactions d'une manière générale. Donc ça peut fonctionner avec pas mal de choses. En plus là, comme on l'a évoqué avec le synthésite, l'intérêt, c'est que c'est faiblement dosé, donc on va pas mettre une charge de fer importante en plus. Donc dans ce sens-là, c'est quelque chose qui est plutôt positif. Mais il faut imaginer, s'il y a traitement, c'est préférable quand même de faire le point avec le médecin ou le pharmacien pour avoir un regard
spécifique, personnalisé par rapport au traitement qui est pris. Après, dans des situations qui sont hors de ce contexte pathogène, généralement, on peut y aller assez facilement. La seule chose pour laquelle il faut être beaucoup plus prudent, c'est les enfants, parce que les enfants, il faut voir par rapport à leur âge, par rapport au contexte. Donc là, c'est compliqué de dire à tel âge, telle situation. Donc là, c'est vraiment du cas par cas. Il faut voir s'il y a besoin, parce que logiquement, les enfants ne devraient pas en avoir besoin dans un contexte classique, sauf s'il y a eu un problème particulier. Donc c'est pour ça que je dis c'est du cas par cas. Après, dans des contextes comme l'allaitement ou une femme enceinte, la supplémentation en fer n'est pas une contre-indication. Ce sont des choses qui peuvent se faire. Donc bien sûr, il y a ce sont des contextes, on va dire, où il y a souvent des manques de fer. Il y a beaucoup de femmes qui peuvent manquer de fer dans ce contexte-là, soit durant la grossesse parce que il y a un manque de fer qui se crée mois après mois, soit avec l'allaitement parce que il y a du fer qui part dans le lait, et puis il y a pu avoir des pertes de sang avec l'accouchement. Donc il peut y avoir un contexte qui peut être fragilisant ici. Donc il faut simplement voir si la personne prend que ce produit-là, si elle prend d'autres choses pour éviter les doublons, éviter qu'il y ait trop de choses en même temps, en tout cas que ça reste cohérent. Mais sinon, c'est tout à fait envisageable de pouvoir le prendre dans cette situation-là. Ensuite, les adultes normaux, il n'y a pas de souci, sans problème particulier. Puis les personnes âgées, on peut aussi aller là-dessus. La limite que je mettrais, bien sûr, c'est de faire attention quand il y a des problématiques hépatiques, rénales. Ça ne veut pas dire que c'est interdit, mais simplement que ce sont deux organes qui peuvent être plus sollicités quand on fait des supplémentations. Ça, c'est pas stricto fer, d'ailleurs. Le foie, c'est plus spécifique quand même au fer, puisque le foie va faire du stockage de fer. L'avantage du synthésite ici, c'est qu'on a des petits apports. Donc on va moins faire de risque de surcharge au niveau hépatique, contrairement à d'autres supplémentations où le foie va devoir beaucoup travailler pour gérer l'apport de fer, qui peut être important. Ici, on aura des apports qui seront beaucoup plus légers, qui peuvent être beaucoup plus faciles à supporter. Et on peut justement, avec les dosages, être sur des dosages faibles. On n'est pas obligé d'être sur le 1,6, on peut être sur du 0,8, voire du 0,3. Donc on peut être sur des dosages qui sont beaucoup plus faibles et faire en sorte comme ça que le risque de surcharge soit normalement nul à ce niveau-là. Et au niveau rénal, c'est un problème d'élimination. Ici, c'est pas un problème de stockage, mais ça, comme avec beaucoup de compléments, s'il y a une faiblesse rénale, faut simplement faire plus attention. Donc faire plus attention, ça veut pas dire interdiction. Ça veut dire regarder ce qu'on prend globalement, éviter peut-être de faire trop de surcharge, trop de mélange de compléments, de médicaments, de choses comme ça, pour que ça reste quelque chose que le corps peut supporter. Mais encore une fois, comme ça reste un petit dosage, on va rarement mettre la pression sur les reins avec un petit dosage. L'avantage, c'est que c'est relativement large, on va dire, par rapport à ce dosage et à la tolérance en termes d'usage. Merci docteur, je souhaite juste illustrer ce que vous venez de dire avec deux témoignages auxquels je pense. J'ai un témoignage de Janine donc elle fait un scanner avant-après la cure. Elle a fait 8 mois de cure, c'était quand même une cure assez intense. Et elle avait un scanner avant-après. Ce que les scanners ont révélé, c'est qu'il y a eu une régénération de la taille de ses reins entre un scanner de 2023 et 2025. Elle m'a envoyé tous les résultats, etc. Elle m'a dit, je pense que si je l'avais pris avant, ça aurait pu être mieux, parce qu'en fait, son DFG, par exemple, n'est pas revenu à ce que l'aurait aimé, des choses comme ça. Donc c'était un cas très avancé, mais on a eu quand même d'excellents résultats sur un cas très avancé de reins atrophiés, qui faisait 7,8 et 8,7 cm, je crois, en 2023, et qui sont passés à entre 10 et 12 cm en 2025. Scanner à l'appui. Merci à Janine d'avoir été d'accord de m'envoyer ces résultats. C'est pas toujours évident, il faut quand même avoir beaucoup confiance en les gens qui on envoie ces données sensibles Et je pense aussi à Nathalie, qui est une ancienne infirmière de bloc opératoire, qui elle avait des problèmes de reins depuis 2011. Et en 3 semaines, alors là c'était fou parce que moi j'avais jamais eu d'analyse sanguine aussi rapide. Et puis comme elle est infirmière, elle était bien ordonnée. Et elle me dit, en 20 jours, mon DFG, débit de filtration glomérulaire, et ma créatinine sont revenus dans les normes, alors que ça faisait depuis 2011 qu'elle galérait Et là, elle avait halluciné. Et moi aussi, parce que là c'était en 3 semaines, c'était pas en 8 mois. Donc tout ça pour dire que il se peut, en tout cas ça veut pas dire que ça va généraliser et que ça fait du bien aux reins, je veux pas généraliser, mais sur ces deux témoignages-là, on a bien un exemple concret du fait que c'était un petit dosage. Janine, c'était 2,1 mg par jour sur 8 mois. En fait, elle a passé de 2,1 à 0,8, mais on va dire elle a eu les deux dosages. Elle a commencé par 2,1 mg par jour, puis elle est descendue à 0,8.
mais le tout sur 8 mois. Et en revanche, Nathalie, c'était du 0,8 par jour, il me semble. Ou peut-être du 1,6, mais pas plus, quoi. Ça revient sur ce que je disais sur la capacité de fonctionnement du rein, hein, avec le sportif. Là, on est exactement là-dessus, c'est-à-dire que si le tissu est mieux oxygéné, s'il relance son métabolisme, la souffrance qui est en train de s'installer sur le tissu rénal, en l'occurrence, hein, mais c'est pareil que si c'était le cerveau ou autre, hein, on commence à avoir un affaiblissement, et puis cet affaiblissement, à terme, c'est de l'atrophie, donc ça veut dire que la mort cellulaire qui s'installe. Et à terme, c'est une baisse de taille et donc une baisse de capacité fonctionnelle qui sera à un moment donné irréversible. Mais avant d'arriver au stade irréversible, il y a une phase où on peut inverser les choses. Donc cette phase où on peut inverser les choses, c'est la phase où l'organe rentre en souffrance, il est encrassé, il est inflammé, il est oxydé excessivement, il rentre en souffrance et il fait ce qu'il peut. Surtout là pour un organe comme le rein qui se doit de continuer à fonctionner, il ne peut pas s'arrêter. Et ensuite, si la mort cellulaire n'est pas encore avancée, on arrive à revenir en arrière parce qu'on arrive à relancer les fonctions cellulaires, à faire ce nettoyage et à calmer le niveau d'inflammation, calmer le niveau oxydatif. Donc tant qu'on arrive à le faire à ce stade-là, on peut inverser la tendance et voir en effet donc le débit de filtration glomérulaire qui reflète la fonction, hein, le débit de filtration rénale, qui va permettre de remonter. Donc des fois ça remonte à la normale, des fois ça remonte pas à la normale mais ça va remonter de quelques points, mais on peut avoir un mieux qui s'installe ici. Et puis parfois malheureusement, quand ça coince parce que c'est trop avancé, on va améliorer la situation. Donc ce qui peut être le cas de Janine où il y a une amélioration de l'état du rein. Donc le rein, il y a eu un renouvellement cellulaire, il y a une amélioration de l'état cellulaire qui se crée. Mais malheureusement, le débit de filtration a pu s'améliorer un peu, mais pas suffisamment. Ça veut dire qu'il y a eu trop d'altérations pour que la capacité rénale à proprement parler puisse remonter à un niveau normal. Voilà. Donc ça c'est important parce que ce qu'on peut voir ici sur ces cas-là, même sans dire que ça va fonctionner pour une personne qui aurait un rein affaibli, là c'est un cas particulier, donc c'est toujours pareil, c'est au cas par cas, et on voit que les deux profils, ils sont différents, ils n'ont pas évolué exactement de la même manière. Si c'est pris tôt, on peut avoir beaucoup plus de potentiel d'action parce qu'il n'y a pas encore la dégénérescence. Si c'est pris tard, on aura beaucoup plus de limites parce qu'il y a une dégénérescence qui sera déjà installée sur une partie de l'organe. Et donc derrière, on pourra faire moins de choses. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire, mais on pourra faire beaucoup moins de choses. On pourra améliorer le tissu existant, on pourra renouveler un peu des cellules parce que on va reproduire de nouvelles cellules, on va favoriser quand même la production de cellules souches, sachant qu'avec l'âge, on en produit moins, donc forcément, plus on avance en âge, plus c'est compliqué. Donc on va quand même pouvoir jouer sur ce terrain-là, mais encore une fois, c'est important de le montrer, voilà, c'est pas une baguette magique qui résout tout juste parce qu'on le prend. Ça va participer à certaines choses dans les limites physiologiques, hein, et c'est ça qui est important à montrer, et d'une personne à l'autre, en fonction de quand c'est pris en main, on va dire, la situation, ça va changer la donne en termes de potentiel de soutien et d'amélioration. J'afficherai les témoignages à l'écran pour ceux qui veulent aller se renseigner un peu plus, voir plus des cas par cas. Encore une fois, ce sont des témoignages individuels, ça ne se substitue pas à l'avis d'un médecin ou d'un pharmacien. On a aussi un mode d'emploi qui explique bien comment réussir sa cure, toutes les bonnes habitudes, la vitamine C pour mieux absorber, à 2 heures du café, du thé, etc. Tout ça, on a un mode d'emploi qui détaille bien tout ça, qu'on peut vous envoyer, que vous pouvez trouver sur le site. Question d'auditeur, Pierre qui me demande « J'ai des problèmes d'absorption connus, que puis-je faire en amont pour optimiser ma cure de fer ?» Alors, pour optimiser la cure de fer, s'il y a des problèmes d'absorption, si on a des problèmes digestifs, parce que ça peut aller avec les problèmes d'absorption, ça peut être intéressant d'essayer de soulager ce qui se passe au niveau digestif. Mastiquer, faire en sorte de faire des mélanges alimentaires qui sont moins lourds, donc aller vers des repas qui sont plus simples, parce que la digestion naturellement se passera mieux et on agressera moins l'intestin et donc la problématique d'absorption pourra diminuer. Ce que l'on peut faire aussi, ça peut être de faire des petites cures alimentaires très restrictives. Il y aura beaucoup moins de sollicitations sur l'intestin va commencer à se réparer un petit peu, puis derrière quand on va remettre des nutriments en quantité un peu plus importante, l'intestin va aller les capter plus efficacement. Quand on met le corps, on va dire en privation d'une certaine manière, sans être en jeûne complet, mais déjà en privation, en allègement important, on va derrière augmenter le potentiel d'absorption. Par rapport au fer, on peut faire attention à certains éléments qui rentrent en compétition avec le fer,
le calcium par exemple, faire attention aux produits séquestrants comme le café, des produits qu'on pourrait retrouver dans certains végétaux comme l'acide phytique, etc., qui peuvent avoir des effets aussi problématiques, le thé bien évidemment. Voilà, on peut avoir ces éléments-là avec lesquels on peut faire attention. Le lait, c'est pas le meilleur aliment non plus quand on fait de la supplémentation en fer. Donc ça, on peut éviter de prendre ça en même temps. Donc souvent, le fer, on conseille de le prendre à distance des prises alimentaires pour éviter ces interactions. Et puis ce que l'on peut faire aussi, donc vitamine C, ça peut augmenter un petit peu l'absorption. La vitamine B6 est parfois mentionnée avec le fer pour optimiser un petit peu son utilisation. Donc ça, ce sont des choses que l'on peut exploiter, que l'on peut essayer d'utiliser. Ça peut déjà aider un petit peu à renforcer ce potentiel d'absorption. Et puis après, ce que l'on peut toujours tester, ça peut être éventuellement de prendre le fer dans un contexte de jeûne intermittent. C'est-à-dire qu'on va sauter un repas qu'on a l'habitude de faire et à la place où dans le temps entre le repas qu'on aurait dû faire et le repas d'après, on peut prendre la supplémentation, le corps ne va avoir que ça à gérer. Donc au moins, on ne le surcharge pas au niveau digestif, on lui laisse plus d'espace pour essayer d'absorber. D'accord. Et les probiotiques, à quel moment on peut les intégrer pour éventuellement espérer une meilleure absorption ? Si on a un gros problème intestinal, c'est pas la chose que je conseille en premier lieu, sauf si ça apporte un soulagement sur l'intestin. Ça, si ça apporte un soulagement sur l'intestin, oui, mais sinon, c'est pas ce que je recommanderais en premier lieu. Maintenant, si on n'a pas de problème majeur sur l'intestin, en effet, on peut faire une cure de probiotiques qui va pouvoir aider à différents aspects, que ce soit sur le transit, sur l'inflammation, l'immunité, etc. Et à ce moment-là, en effet, on pourra aider à ce que les choses se passent mieux, puisque les bactéries vont aussi contribuer à ce qui va se passer en termes d'absorption, de gestion des nutriments. Donc, moi, généralement, je conseille, si on peut le faire, quand on n'est pas dans un contexte où il faut aller vite, c'est d'abord de faire une cure de probiotiques, si on peut le faire dans un premier temps, et puis faire la cure de fer ou d'autres choses après. C'est toujours plus intéressant, comme ça d'abord on laisse l'intestin se rééquilibrer, on fait une cure sur peut-être 15 jours, 3 semaines, pourquoi pas un mois. L'intestin se rééquilibre, on arrête la cure, il se restructure, on va dire, sans qu'il y ait d'influence d'apport exogène comme ça, et puis on enchaîne avec la cure, pourquoi pas derrière si on veut enchaîner tout de suite. Par rapport à la problématique du stress, est-ce qu'on peut avoir des moments de pause ? Est-ce qu'on peut faire de la relaxation, de la méditation, des moments où on calme le jeu, soit plusieurs reprises dans la journée, soit une fois à un endroit à un moment donné où après on retrouve un état de calme. Ça peut être après le travail, on sort du travail, on redescend et voilà. Le sport, pourquoi pas, ça peut être un moyen aussi, l'activité physique chez certaines personnes, de décharger un petit peu ce côté tensionnel. On peut avoir recours à d'autres choses, ça peut être des plantes. C'est-à-dire que le but, c'est pas d'être tout le temps sous supplémentation, plantes, etc. Mais à un moment donné, s'il y a trop de stress, faut peut-être le faire descendre un petit peu pour que ça revienne dans une zone plus tolérable. Ça, c'est quelque chose qui va avoir des répercussions sur la digestion, sur le système immunitaire, etc. Alors qu'on va se dire, je vais agir juste sur la composante stress qui me met pas très bien. Donc des fois, ça peut être utile d'agir là-dessus parce que ça va avoir des conséquences sur d'autres aspects, y compris nos comportements alimentaires. Je reviens sur la respiration qui peut avoir des effets très intéressants sur le système immunitaire, par exemple. Voilà. Et puis après, il y a de la supplémentation qui peut aider aussi. Alors, la supplémentation très classique aujourd'hui, sur laquelle on se trompe pas trop, c'est vitamine D, éventuellement magnésium, parce que ce sont deux éléments dont beaucoup de gens manquent, en raison du stress déjà pour le magnésium. La vitamine D, parce qu'on n'en a pas assez dans l'alimentation et qu'il faut s'exposer au soleil suffisamment, que beaucoup de gens ne s'y exposent pas assez, donc souvent on en manque. Et forcément, ça, ce sont déjà deux éléments très importants pour le système immunitaire. Sans dire il faut se supplémenter, mais déjà on se met dehors et on s'expose au soleil, c'est déjà important. Donc d'aller un peu plus à l'extérieur, à la lumière naturelle, ce sera déjà quelque chose de très utile. Donc dans nos habitudes, intégrer la nature, intégrer plus de soleil, vous avez parlé de la respiration, diminuer son stress, puisque si on est stressé, notre système immunitaire est moins performant, j'imagine. Au bout d'un moment, il baisse, exactement. Donc voilà, et nos schémas de pensée, en fait, comme vous l'avez dit au début, sortir de sa zone de confort. Par exemple, pour le sport, on sait que ça va nous faire du bien, mais en fait, on n'arrive pas à... il faut sortir de sa zone de confort, commencer petit à petit. Et même si ça fait mal sur le moment ou que ça a l'air dur, en fait, à l'arrivée, c'est pour notre bien-être. Donc il faut rentrer dans cette zone-là où, en effet, on se met dans une zone qui peut être plus ou moins inconfortable, mais que notre corps peut absorber. À partir du moment où ça rentre dans cette zone-là, ça marchera. Docteur Pérez, on a abordé de nombreux sujets sur comment optimiser son système immunitaire, comment
mieux vivre au quotidien et je vous laisse le mot de la fin. Donc pour moi, en faisant vraiment un résumé là-dessus, c'est de dire on est fait pour fonctionner en autonomie le plus possible. Notre corps a beaucoup de capacités. Il faut lui permettre d'exprimer ses capacités. Et pour cela, on a parfois besoin de compléments, de choses pour nous soutenir si notre alimentation, si notre contexte de vie n'est pas satisfaisant par rapport à ça. Redevenir souverain de son autonomie de vitalité, d'énergie globale. C'est ça, exactement, redevenir souverain. Et dans cette dynamique-là, dans la dynamique des compléments, c'est de se dire aussi qu'on n'a pas un besoin impératif quand on prend un complément de le prendre tout le temps, tous les jours, par exemple. Comme on l'a vu, il y a des moments où c'est nécessaire de le prendre tous les jours parce qu'il y a un besoin. Et puis il y a des moments où on n'a peut-être pas besoin de le prendre tous les jours. Ça peut être juste un petit soutien comme ça qu'on peut prendre de manière plus épisodique. Mettons en hiver, plus besoin de vitamine D qu'en été, par exemple. C'est du bon sens, comme vous disiez. Oui, en fait, c'est du bon sens, c'est exactement ça. C'est mon réservoir de voiture, il est plein aux 3/4, je vais mettre un quart en faisant le plein, je vais pas mettre la moitié du réservoir. C'est du bon sens. Il faut imaginer que pour notre corps, il faut garder ce bon sens aussi quand on utilise des compléments, c'est pareil. Merci pour votre expertise, votre humilité aussi. Mais merci à vous. C'est très gentil. Et sûrement qu'on refera une vidéo. Merci d'avoir regardé ce podcast. J'espère que vous aurez appris des choses grâce au Dr Pérez. Voilà, je vous souhaite la meilleure santé, la meilleure vie. tout de bon à ceux qui regardent la vidéo. Et merci de la partager aussi, de l'envoyer à vos amis qui sont eux-mêmes peut-être intéressés par comment optimiser son système immunitaire. N'hésitez pas à la partager, mettre un petit pouce. Et merci Monsieur Pérez. Merci à tous.